Monsieur le Président, peut-être est-ce en ma qualité de responsable doyen de la plus ancienne faculté de médecine du monde occidental, au pied d'une des plus anciennes cités de notre pays, que je dois aujourd'hui, on entend ? Oui, allez, continuez. Que je dois aujourd'hui ma présence pour ouvrir cette table ronde sur la santé. Enfin la santé. Les Français, vous le savez, sont attachés à préserver, à garantir un système de soins qu'ils apprécient pour ce qu'il leur procure de protection et de sécurité contre l'injustice de la maladie. Ils y sont attachés parce que chaque personne, chaque famille se trouve un jour confrontée au désarroi, à la souffrance et à la dépendance de la maladie qui frappe et qui dure. Bref, ils veulent partout préserver l'équité, l'accessibilité, la réactivité, tout ce qui fait la qualité des soins avec ses impératifs technologiques et humains. La qualité des soins de nos jours dépend de la fluidité de la chaîne de compétences de soignants autour du malade. Vous avez devant vous un échantillon représentatif qui n'est pas le tour des professions de santé, mais représentatif de cette chaîne de professionnels et de santé autour du malade. Dans notre pays, les malades n'ont pas de frontières. Quand il s'agit de la maladie, ils aspirent à circuler librement pour aller là où les meilleurs soins leur sont apportés en temps utile. La personne qui les représente aujourd'hui, Madame Odile Vernier, vous exprimera les attentes à partir de son vécu des malades et notamment ce qu'elle a analysé dans les années passées de maladies qui font que la vie n'est plus comme avant. Monsieur Bernard Nuitin, directeur du centre hospitalier de Carcassonne, est attaché à la vocation territoriale et à la défense de sa place pour la chaîne de soins de ses patients. Madame Julie Scott est un acteur essentiel de la chaîne pluriprofessionnelle des soins, les infirmières et en ce qui la concerne, infirmières d'hôpital public. Enfin, le docteur Yann Hervé, pour la part hospitalière, praticien hospitalier, neurologue, exerce au centre hospitalier de Carcassonne et il l'a fait par choix et vous exprimera ce qu'il attend dans un hôpital public et dans son exercice. Enfin, le docteur Bruno Guay est l'homme de terrain, médecin généraliste et donc chargé des soins de proximité, là où tout commence et là où tout revient pour le malade. Tous sentent, Monsieur le Président, la fragilité de notre système de soins dans la bourrasque actuelle. Avez-vous changé quelques convictions? Avez-vous trouvé de nouvelles pistes pour faire en sorte de sauvegarder ce système de soins? Monsieur le doyen, nous sommes le pays au monde qui consacrons le plus de moyens, et c'est normal, à notre santé. Au monde. Et partout où je vais, on commence par me dire le système est menacé, il faut le défendre. Cette année, c'est 200 milliards d'euros que les Français consacrent à leur santé. Et nous tenons à ce système. La France n'est pas le pays où, quand vous êtes sur la table d'opération, on vous demande votre numéro de carte bleue. Il y a des pays dans le monde qui fonctionnent comme ça. Nous ne voulons pas de ce système. Mais au moins, reconnaissons que nous avons un système fantastique. En 2009, monsieur le doyen, la récession a été de moins 2,5%. Nous avons eu une récession en 2009 du fait de la crise. 2009. Moins 2,5% de croissance.
de combien ont progressé les dépenses au service de la santé dans notre pays? De 3%. 3%. Alors qu'on reculait de 2,5%. Chaque année, l'ONDAM, l'autorisation de dépenses que nous autorise le Parlement, progresse de 3, de 2,9 ou de 8%. Je ne dis pas que c'est suffisant, mais reconnaissons ensemble qu'il n'y a pas un pays au monde qui fait cet effort. La Catalogne, c'est pas si loin d'ici, la Catalogne. C'est l'une des régions les plus riches d'Espagne. Savez-vous cette année de combien ils ont baissé leurs dépenses de santé en Catalogne, du fait de la crise, du fait de la situation de l'Espagne? Savez-vous de combien ils ont baissé en Catalogne? De 10%. Moins 10%. En France, l'ONDAM était à plus 2,9%. Alors, monsieur le doyen, on va parler franchement. Si on augmentait de 15%, il y aurait de quoi le dépenser, naturellement. Mais je dois tenir, en tant que chef de l'État, l'équilibre absolu entre, d'un côté, le souci des patients d'être soignés, et c'est notre capital le plus précieux, la santé, et dans le même temps, cet argent, il pèse sur quoi? Il pèse sur les cotisations de ceux qui travaillent. Si les cotisations sont trop lourdes, il y aura plus de délocalisation. Et on décourage les gens de travailler. Je dois donc tenir un équilibre. Ce qui est la chose la plus difficile à faire en France, un équilibre entre, d'un côté, les besoins inépuisables en termes de santé, et de l'autre, la nécessité de la compétitivité de nos emplois et de notre économie pour que les délocalisations, ça s'arrête et pour qu'il y ait un emploi pour chacun de vos enfants. Est-ce que vous comprenez le lien entre les deux? J'ai voulu, dans la crise, que la réponse de la crise française soit la poursuite des investissements. Je viens de visiter le chantier de l'hôpital de Carcassonne. Depuis combien de temps l'attendiez-vous? Depuis combien d'années vous le promettait-on? Si ce chantier était possible, si l'hôpital ouvrira en 2013, c'est parce que l'État a mis sur la table l'argent nécessaire pour que le chantier ait lieu. C'est une décision que nous avons prise en 2009, enfin en 2008, et qui a permis en 2009 le démarrage de toute l'opération. Donc je comprends parfaitement le côté inépuisable des besoins, mais je voudrais qu'on ait tous ensemble l'honnêteté de reconnaître que la France consacre à sa santé des dépenses justifiées qu'aucun autre pays dans le monde ne met en œuvre. Aucun autre, aucun. Et c'est vous qui le payez, c'est pas moi. Et j'aimerais d'ailleurs que les mêmes qui me disent il faut donner plus d'argent à l'hôpital, cette année, l'hôpital, 73 milliards d'euros. 73 milliards d'euros. J'aimerais que ceux qui me disent il faut donner encore plus d'argent ne soient pas les mêmes qui me disent il faut baisser les cotisations sociales. J'aimerais qu'il y ait un lien qui soit fait. Vous le comprenez, on ne peut pas diminuer les cotisations sociales et demander plus de moyens pour l'hôpital. Alors, je suis conscient de cet enjeu absolument essentiel. Absolument essentiel. Voilà. On va continuer à investir. Mais ça nous demande aussi, j'en terminerai par là, d'éviter tout ce qui peut de près ou de loin être un gaspillage. Entre le public et le privé. Je veux dire aussi une autre chose. Non mais je sais que je suis dans une région à tempérament formidable, mais je vous propose qu'à la fin, si vous êtes content, vous applaudissiez, et si vous êtes mécontent, vous le disiez, mais qu'on fasse un bloc, parce que c'est des sujets, dans mon esprit, je vous demande de le croire, qui ne sont pas de l'ordre du partisan, qui sont beaucoup plus importants que cela. Quel que soit le gouvernement, il faudra trouver des moyens pour faire fonctionner les hôpitaux. Mais je veux dire une chose là-dessus.
Le plan Hôpital 2012, c'est 10 milliards d'euros qu'on met dans l'investissement pour les hôpitaux. Mais en tant que chef de l'État, je l'ai accepté, je l'ai demandé à la condition qu'il y ait les réformes en face. Et je m'adresse aux citoyens. Chacun veut garder son hôpital dans son village, dans sa ville. Chacun veut avoir sa structure proche de chez lui. Et chaque établissement veut avoir de préférence tous les services. Je ne parle pas d'un hôpital, monsieur le député maire, comme celui de Carcassonne, qui par définition, c'est une grande ville. Il faut que vous acceptiez cette idée qu'on restructure la carte hospitalière, que tout le monde ne pourra pas garder tous les services dans chaque endroit, que s'il n'y a pas assez d'accouchements dans une maternité, elle devient dangereuse, qu'on ne peut pas avoir un centre, on ne peut pas avoir une multitude de centres contre le cancer dans la même ville, qu'il faut une rationalisation, une organisation pour être sûr, vous comprenez, que l'argent investi soit de l'argent bien utilisé. Voilà. Donc, j'ai voulu, monsieur le professeur Winger, cet effort d'investissement, mais dans le cadre d'une réforme, pas d'un immobilisme. Voilà. Parce qu'on n'a pas le droit de gaspiller de l'argent public, alors que les marges de manœuvre sont si faibles. Donc ça veut dire que dans le même temps où on construit un magnifique hôpital à Carcassonne qui en avait tant besoin, il faudrait accepter l'idée que dans tel autre endroit, on transformera un hôpital dit actif, même si j'aime pas ce nom-là, en hôpital de long séjour pour les personnes âgées qui en ont besoin, que tout le monde n'aura pas un centre de chirurgie, qu'il faut aussi des centres de psychiatrie. Bref, qu'il y a un maillage territorial à mettre en œuvre, que tout le monde ne peut pas vouloir faire tout et de façon redondante. C'est ça que je veux dire. Alors je comprends que quand on est né dans une ville, on souhaite que ses enfants y naissent aussi. Mais l'hôpital n'est pas là pour faire de l'aménagement du territoire. L'hôpital est là pour la santé des patients, pour les soulager. Et à l'époque de la télémédecine, c'est tellement facile d'envoyer le scanner, la radiographie. C'est le travail en équipe, médecins libéraux, médecins hospitaliers, petite structure territoriale, grande structure territoriale. Voilà, j'ai voulu vous le dire pour bien mettre... Les moyens seront là, mais il faut qu'on accepte de bouger. L'immobilisme n'est pas possible. On ne peut pas se payer ce luxe-là. Madame Vernier. Monsieur le Président, Monsieur le Président, je m'appelle Odile Vernier, je suis domiciliée dans une petite commune proche de Limoux. En fait, je suis aussi maire de cette commune et infirmière en retraite depuis peu. Mais c'est en tant que patiente que j'interviens ici pour témoigner de mon vécu. J'ai souffert d'une pathologie grave qui m'a amenée à plusieurs hospitalisations. Alors, comment vit-on l'hôpital lorsqu'on est patient? Eh bien, mal. Mal parce qu'on a mal dans son corps, mais on a mal aussi dans sa tête. Séparé de nos proches et de notre domicile, on se retrouve seul face à la maladie avec la souffrance et l'angoisse qu'elle génère. Alors la relation avec les médecins et l'équipe soignante est essentielle, mais pas toujours évidente à établir. Les médecins vont à l'essentiel et on le comprend. Les infirmiers sont débordés de plus en plus par la surcharge de travail auquel ils doivent répondre. De plus en plus, on met en avant la qualité de soins. Les infirmiers ont cette conscience-là, ils sont au plus près de la souffrance humaine et cette notion de qualité de soins est fondamentale dans leur pratique. Mais en parallèle, les restrictions budgétaires, la pénurie des infirmiers rendent leurs tâches difficiles et leur présence auprès des patients de plus en plus comptée. Présence pourtant importante, où chaque parole, chaque geste est interprété, où chaque silence est parlant.
Au cours de mes hospitalisations, j'ai connu des changements importants comme la loi Kouchner sur les droits des malades, avec ce qu'on nomme la personne de confiance. Cette loi établit un rapport de confiance avec l'hôpital et l'équipe soignante. J'ai aussi connu une avancée très, très importante sur la prise en charge de la douleur. Elle améliore grandement le confort du patient, et quand on a plus mal ou moins mal, eh bien, l'espoir revient. Voilà mon vécu de patiente. Je ne peux cependant m'empêcher de me référer à mon expérience d'infirmière. Avoir été malade a été pour moi une expérience très riche parce qu'elle m'a fait réfléchir, elle m'a remise en question dans mes pratiques infirmières. Monsieur le Président, comment pensez-vous que puisse être développé cet accompagnement dont les patients ont tellement besoin, y compris dans une dimension de soins de proximité? Madame Vernier, d'abord, j'ai beaucoup de respect pour, si j'ose dire, votre double expérience, puisque vous avez été des deux côtés du lit. Vous avez été aux côtés du lit en tant qu'infirmière et dans le lit de souffrance. L'hôpital est organisé, doit être organisé autour du patient. Je le dis aux professionnels, c'est le patient qui est le cœur de l'hôpital. Et le professionnel est au service du patient. C'est ça l'état d'esprit. Pardon, ce n'est pas le patient qui doit s'adapter au professionnel, mais le professionnel qui doit s'adapter à la réalité de la souffrance, de l'inquiétude, pour ne pas dire de l'angoisse du patient. Nous avons fait beaucoup de progrès en France, mais on avait beaucoup de progrès à faire sur 2 points. D'abord, on avait beaucoup de retard sur le traitement de la douleur. Comme si notre société aux racines chrétiennes considérait que la douleur faisait partie de je ne sais quel chemin initiatique. Et je pense pas simplement pour les maladies, je pense aussi pour la généralisation de la péridurale. On a dit à des générations de femmes, c'était pas le Moyen-Âge, excusez-moi, que dans un accouchement, c'était normal de souffrir. C'est vrai ou pas? Nos propres mères ont connu cela. Aujourd'hui, allez dire à une jeune femme qui accouche que je ne suis pas là pour parler de mes affaires personnelles, mais je veux dire que notre rapport à la douleur n'a pas été intégré comme une priorité. Il faut soulager la douleur des malades. Et je le dis d'autant mieux que dans les douleurs ultimes, les patients en fin de vie, nous étions l'un des pays avec le moins de soins palliatifs. C'est-à-dire, non seulement on ne soulageait pas assez la douleur du patient, mais en plus, vous savez, quand il n'y a plus rien à faire, c'est toujours une personne humaine. Elle a le droit de mourir dans la dignité. Et j'ai voulu un plan soins palliatifs pour doubler les places de soins palliatifs. J'ai vu un jeune couple, c'est même été la première visite, une des premières visites en tant que président de la République, 35 ans, sa femme 33 ans, emportée par un cancer. Il m'a dit, heureusement, pendant 3 mois, les 3 derniers mois de la vie de ma femme, on était dans un centre de soins palliatifs. Sa souffrance était prise en compte. Elle a pu mourir et partir dignement. La France avait du retard, Madame Vernier, c'est vrai. Nora Béra a voulu que l'un des indicateurs de performance des hôpitaux dans leur évaluation, tenez-vous bien, Madame Vernier, soit maintenant la lutte contre la douleur. Monsieur le directeur, est-ce exact? Parce que prendre en compte la douleur du patient est absolument incontournable. Deuxièmement, vous dites, Madame Vernier, pénurie de personnel. Je ne vous en veux pas de dire ça, puisque c'est dit à longueur de journée. Est-ce que vous connaissez les chiffres
Depuis 2007, savez-vous de combien le nombre d'infirmiers et d'infirmières a augmenté en France? 25%. Malgré la crise. Savez-vous combien il y a d'infirmières et d'infirmiers en France? Hospitaliers, près d'1,5 million. Un peu moins, ça doit être 450 000 ou 460 000. Vous vous rendez compte? Et nous avons augmenté de 25%. S'agissant des infirmières, quand j'étais candidat à l'élection présidentielle, toutes mes réunions, il y avait une délégation d'infirmières pour me dire ce que vous avez vécu, Madame Vernier, pourquoi les infirmières et infirmiers sont Bac+3 et non pas la licence. C'était une injustice, Madame Scott le sait bien. Nous avons fait la réforme, elles sont aujourd'hui niveau licence. Les infirmières dans l'hôpital maintenant, Madame Vernier, vous avez connu le cadre B. J'ai voulu qu'elles puissent passer au cadre A, c'est-à-dire 2 200 € de plus par an en début de carrière, 3 000 € de plus en fin de carrière. Et ce, Madame Vernier, malgré la crise, parce que j'estime qu'on a besoin de ces personnels de qualité, que c'était notre devoir de le faire. Mais ce que je ne comprends pas, c'est que, je ne veux pas qu'on dise c'est suffisant, je veux simplement qu'on reconnaisse l'effort de la société pour développer le nombre d'infirmiers et pour améliorer leur situation. Il y a près de 2 millions de personnes dans l'hôpital, employées dans l'hôpital. Sur les 15 dernières années, il y a eu 12% de personnel en plus. Mais mesdames et messieurs, il y a une crise. Je voudrais que chacun, il y a un lien en cela. Je voudrais que chacun le comprenne. Regardez ce qui se passe dans les pays qui n'ont pas fait les efforts au moment où ils devaient les faire. Je vous ai parlé de la Catalogne, enfin vos presque voisins, qui diminuent de 10% leurs dépenses hospitalières cette année. Mais devrais-je vous parler de la Grèce, où les salaires et les retraites ont diminué, de l'Espagne, qui vient de décider que les enseignants travailleraient 2 heures de plus et qui gagneraient 5% de moins, de l'Italie, qui se trouve dans la situation que vous connaissez, de l'Irlande, un pays qui ne fait pas l'effort de maîtriser ses dépenses est un pays qui n'est plus indépendant. En 2007, il y avait un hôpital sur 2 en déficit, Madame Vernier. Est-ce que c'est agréable pour un professionnel de travailler dans un hôpital dont le budget est en déficit? Aujourd'hui, nous avons 30% des hôpitaux dont le budget est en déficit. Mais je suis bien obligé de tenir compte des réalités. Je ne peux pas être la machine à dire oui à tout le monde. Alors, si vous voulez quelqu'un pour dire oui, ça viendra, croyez-moi, ils sont nombreux. Ils sont nombreux. Attendez, non. Madame Vernier, chaque dépense doit être arbitrée. Chaque demande doit être analysée. Chaque élément doit être pesé en vertu de son utilité d'un côté et de son impact sur l'emploi de l'autre. C'est un monde totalement nouveau dans lequel nous vivons. Pendant des décennies, et nous sommes tous responsables de ça, on a oublié qu'il existait un monde. Pendant des décennies, on a fait comme si on pouvait s'exonérer de règles de bon sens que les familles s'imposent à elles-mêmes. Et les pays qui ne se sont pas réveillés à temps sont des pays qui ne peuvent plus faire face aujourd'hui. Mon devoir de chef de l'État, c'est de faire droit aux demandes tellement justifiées de Madame Vernier et en même temps de les mettre dans un contexte qui ne conduira pas la France dans les affres, je dis les affres, que connaissent aujourd'hui nos voisins européens. Regardez comme ça change vite. On parlait de l'Espagne
comme d'un miracle, il y a encore 2 ou 3 ans, comme d'un miracle. Qui aujourd'hui aimerait être dans la situation de nos voisins? On parlait de l'Irlande comme d'un Eldorado. Qui aujourd'hui aimerait qu'on soit dans cette situation-là? Voilà. Et on est exactement dans la discussion sur l'hôpital et dans la santé. Exactement dans cette discussion-là. Voilà. Et je suis persuadé que les Français comprennent cela. Et qu'ils savent que le monde est dur et qu'on ne peut pas s'exonérer de règles. Alors, sur l'hôpital de Carcassonne, il y aura un moment de déficit du fait des investissements qu'on réalise, mais l'hôpital de Carcassonne reviendra à l'équilibre, je crois que c'est aux horizons de 2015, monsieur le directeur, et on fera en sorte de tenir cet équilibre, pour les patients comme pour les praticiens. Je veux vraiment vous sensibiliser à cela, et ça vaut pour tous les domaines. C'est pas pour être rabat-joie en quelque sorte, c'est pour que chacun comprenne la situation dans laquelle nous nous trouvons. Et malgré ça, c'est 10 milliards d'euros d'investissement dans l'hôpital qu'entre 2007 et 2012, nous allons mettre. Et j'ai dit d'ailleurs aux ouvriers sur le chantier de l'hôpital de Carcassonne que j'étais heureux que ça leur donne du travail, parce que je crois au travail plus qu'à l'assistance. Mais on doit bien penser à ce cadre économique. Les praticiens, les patients et bien sûr les décideurs. Monsieur le Président, je voudrais axer mon propos sur deux idées principales. La première concerne la place d'un hôpital dans le territoire. Pour ma part, je considère que l'hôpital est un maillon essentiel dans la chaîne de soins territoriale. L'hôpital de Carcassonne a une vocation territoriale. Il ne peut être ni coupé de la médecine de ville, ni de l'évolution des besoins des patients. La deuxième idée, c'est effectivement de s'adapter en permanence aux besoins des patients. Alors l'hôpital dans le territoire, nous l'avons construit progressivement parce que nous avons la chance d'avoir des interlocuteurs et des partenaires de santé, qu'ils soient publics ou privés, qui ont réussi à travailler ensemble, que ce soit sur le pôle santé que vous avez vu, où il y a à la fois un hôpital public, mais aussi un groupement de coopération sanitaire, une clinique d'intérêt collectif associative et une clinique privée. Et dans ce territoire, nous avons vraiment besoin de travailler aussi avec la médecine de ville, car l'hôpital ne peut pas être coupé de cette médecine de ville et il doit avoir des ramifications importantes dans ce domaine-là, que ce soit par un réseau relationnel individuel, mais aussi par des moyens modernes qui ont été évoqués d'ailleurs tout à l'heure, pour éviter la désertification médicale, que ce soit la télétransmission, la télémédecine, mais aussi il ne faut pas oublier que pour éviter la désertification médicale, le généraliste a besoin d'un hôpital avec ses spécialités pas trop loin de lui. Donc je pense que l'établissement a un rôle déterminant à jouer dans cette chaîne de soins au niveau territorial. Deuxièmement, j'ai constaté au cours de ma carrière que les demandes des patients sont souvent une demande récurrente de lisibilité. Il y a un besoin de lisibilité très important dans un monde de la santé qui est malheureusement très cloisonné. Et pour le patient, que ce soit à l'intérieur de l'hôpital, nous avons essayé, dans le futur bâtiment que vous avez visité, de justement le rendre beaucoup plus lisible, mais aussi dans la chaîne de soins, en liaison avec tous les professionnels de santé, nous souhaitons établir cette lisibilité. Et on essaye pour ce faire de développer tout ce qui est alternative à l'hospitalisation, tout ce qui est en relation avec la ville. Bien entendu, nous savons qu'au niveau des hospitaliers, il y a des contraintes, nous devons travailler avec, nous devons faire avec, mais nous ne souhaitons pas non plus, je dirais, perdre cette part d'humanité qui fait la beauté de notre métier. Et par rapport à ce territoire, par rapport à la chaîne de soins, je souhaiterais poser les questions suivantes. Pourriez-vous nous préciser, pour vous, où commence et où finit la mission de l'hôpital public, et va-t-il rester ce maillon essentiel de la prise en charge dans la chaîne de soins? Mais c'est la question essentielle, monsieur le directeur. Et il faut que nous ayons un débat très franc devant les Français sur cette question. Quel est le rôle de l'hôpital? Et là,
aussi, il faut avoir le courage de dire la vérité. L'hôpital ne peut pas subvenir à la carence de tous les autres services. L'hôpital a un rôle, traiter la partie aiguë de la maladie. Je ne sais pas si les praticiens, vous êtes d'accord, mais dans mon esprit, c'est assez clair. On va à l'hôpital pour la partie, le moment aigu de la maladie. On ne va pas à l'hôpital à n'importe quelle heure du jour et de la nuit parce qu'on n'a pas trouvé un médecin ou parce qu'on a juste une petite inquiétude en passant, et on se trouve dans cette situation que l'hôpital est embolisé à la fois en amont et en aval. En amont parce que tout le monde veut venir aux urgences. Alors il y a des vraies urgences, hein. Personne n'est sûr quand il va au service des urgences qu'il y va pour la bonne ou la mauvaise raison. Je ne parle pas des accidents naturellement. Mais il y a trop de gens qui vont aux urgences de l'hôpital alors que la pathologie ne le nécessite pas. Et ça empêche l'hôpital de faire son travail aux urgences, qui est un travail vraiment super aigu. Et de l'autre côté, en aval, il y a trop de personnes qui devraient en sortir, mais qui y restent parce qu'il n'y a pas assez de lits pour la rééducation, pour les personnes âgées, pour Alzheimer, et les services de médecine sont bien souvent remplis de personnes qui devraient être dans d'autres établissements. Je parle sous le contrôle des professionnels qui sont ici, ils savent parfaitement que c'est la vérité. Et notre hôpital, pris entre un afflux aux urgences, où les médecins devraient traiter absolument tout le monde de la même façon, que ce soit le Panerai ou l'accident dramatique sur la route, et en aval, avec des personnes qui devraient être mises dans d'autres établissements, il faut recentrer l'hôpital sur sa mission première. Voilà. Je crois que c'est absolument indispensable. Deuxièmement, dites que l'hôpital ne doit pas perdre son humanité. Bien sûr, mon Dieu, c'est même la quintessence de l'humanité, l'hôpital, parce qu'on y est au moment de la souffrance. Et l'humanité, elle se révèle quand ? Elle se révèle plus quand on souffre que quand on est heureux. Chacun peut en faire l'expérience dans sa propre vie. Le moment où on se sent le plus humain, c'est le moment où on souffre. Parce qu'on est inquiet pour un être cher, parce qu'on a peur. Tout à l'heure, je disais aussi, combien de temps avons-nous perdu avant de poser de vraies procédures d'annonce de diagnostic ? Ça aussi, c'est l'humanité. On ne dit pas à quelqu'un qu'il a Alzheimer ou qu'il a un cancer comme on lui annonce la météo. Ça aussi, c'est une part d'humanité. Donc bien sûr que l'hôpital doit la garder. Mais nous avons voulu que l'hôpital soit organisé différemment, monsieur le directeur. Je sais que la réforme a été dure à faire passer, qu'elle a créé des inquiétudes. Mais à l'hôpital, avant la réforme, tout le monde avait le pouvoir de dire non, personne n'avait la force et le pouvoir de dire oui. Médecins, CME, syndicats, administration, ARS, tutelle, élus, qui décidait dans l'hôpital ? Est-ce que vous connaissez une structure humaine qui peut fonctionner ? Frédéric Valtou pourrait le dire mieux que moi. Sans qu'il y ait un animateur, un patron, un responsable, quelqu'un qui prenne les décisions. Nous avons mis, c'est vrai, les directeurs au cœur de la nouvelle gouvernance. Je n'ai pas eu le sentiment qu'on ait éloigné les médecins, parce que naturellement, ils sont le cœur de la compétence de l'hôpital, avec les pôles, avec la CME, avec la vice-présidence. Et enfin, le rapport avec la médecine libérale. Pour moi, il n'y a pas d'un côté la médecine hospitalière, de l'autre la médecine libérale. Pour moi, le mot important, j'espère que je ne vous choque pas, c'est le mot médecin.
c'est le mot médecin, pas le mot libéral ou le mot hospitalier. C'est une chaîne. L'hôpital ne doit pas prendre les patients du médecin libéral. Les comptes rendus post-opératoires, le suivi du patient à l'hôpital, le rapport entre le chef de service, le médecin traitant de l'hôpital et le médecin libéral, c'est des sujets absolument essentiels. D'ailleurs, je rêve d'un système où il pourrait y avoir aussi une maison libérale au pied de l'hôpital pour prendre les urgences aussi du tout venant. Les médecins libéraux sont les bienvenus à l'hôpital. On en a besoin. Or, c'est une tragédie française que d'essayer toujours d'opposer les uns aux autres. Comme si le médecin libéral était moins médecin que le médecin hospitalier. Parfois, ils sont les deux. Ils sont à la fois hospitaliers et libéraux. Donc, on a besoin de cette collaboration. Et ce que nous voudrions, c'est que l'hôpital soit le lieu de rencontre de tous ces professionnels. Et je dirais la même chose entre les établissements privés et les établissements publics. Alors, monsieur le maire, je ne connais pas le détail de la carte hospitalière de la région, mais là aussi, nous sommes un service. Notre service de santé a besoin d'établissements publics et d'établissements privés. Ils sont complémentaires. Il n'y a pas de lieu de chasser l'un pour privilégier l'autre. Le service des... Je dis aux médecins libéraux qu'ils doivent avoir un service de permanence de garde. Que l'hôpital ne peut pas faire le travail complètement à leur place. Mais je dis aux médecins hospitaliers, vous devez accueillir différemment les médecins libéraux de la ville ou de la région pour qu'ils ne se sentent pas exclus de l'hôpital. Voilà. C'est ça le sens de la réforme, monsieur Nguyen. C'est ce que nous avons voulu faire. Alors, je vous précise une dernière chose. Nora Béra, comme Xavier Bertrand, sont en train de retravailler la loi et chaque année, nous sommes prêts à faire des ajustements aux réformes. Parce qu'on a pu se tromper. Il faut le reconnaître. Il y a des choses qu'on a pu rater. C'est normal. Et il faut qu'on puisse, chaque année, améliorer encore le système que nous avons mis en place. Les pôles, la CME, le rôle du directeur de l'hôpital, le rapport, madame la directrice, avec l'ARS, qui maintenant a dans sa main hospitalisation publique, hospitalisation privée et médecine libérale. Nous avons voulu, au fond, désegmenter ce secteur pour pouvoir travailler en équipe. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, bonjour. Alors, je m'appelle Julie Scott, je suis infirmière diplômée d'État depuis presque 6 ans. Je travaille actuellement dans le centre hospitalier de Carcassonne, dans le service de pneumologie. Alors, c'est un service qui me permet, moi, en tant qu'infirmière, de me réaliser pleinement, puisqu'on touche toutes les dimensions du soin infirmier, relationnel avec le patient, avec son entourage, technique, social et palliative. Alors, je travaille en collaboration avec une équipe pluridisciplinaire centrée sur le patient, ce qui favorise justement la prise en charge globale du patient. Et moi, qui me permet de me positionner en tant qu'infirmière, en tant qu'actrice de soins. Alors, c'est vrai que la profession infirmière est une belle profession, comme on dit, un beau métier. C'est une profession enrichissante, mais très, très difficile sur un plan psychologique et physique. Comme on en a parlé tout à l'heure, nous manquons de personnel. Ça, malgré les efforts faits par la direction, par l'État. Alors, comme le disait Madame Vernier, nous, les infirmières, nous avons le sentiment que les progrès de la technique, les nouvelles réglementations que l'on nous impose, nous, dans notre travail, nous éloignent toujours un peu plus de justement ce patient qui attend du temps concret auprès de lui, à ses côtés, un temps d'écoute, un temps de présence qui nous est très difficile justement de lui apporter. Alors, nous, les infirmières d'aujourd'hui, nous aspirons à une prise en charge individualisée, une prise en charge efficiente pour le patient en tenant compte de son environnement, de ses ressources. Ce qui, je pense, est un des objectifs de la nouvelle formation infirmière. Alors, pour ma part, c'est pour toutes ces raisons-là que j'ai opté pour la catégorie A
tout d'abord pour la reconnaissance de mon statut, mais surtout l'opportunité d'une évolution professionnelle et personnelle. Alors, Monsieur le Président, dans ce contexte-là, comment envisagez-vous l'évolution de la profession infirmière? Madame Scott, vous avez choisi la catégorie A. 84% des infirmières entre 25 et 29 ans ont choisi la catégorie A. Sur les infirmières entre 30 et 34 ans, c'est 74%. J'estime que la réforme a été un succès. Aujourd'hui, les infirmières, je le disais il y a quelques instants, sont catégorie A. Elles ont un diplôme universitaire. Nous poursuivrons les évolutions de carrière pour les infirmières. Ça veut dire quoi? D'abord, il faut favoriser les passerelles. Et je vais parler d'un sujet bien difficile à l'hôpital, qui est quelle tâche pour chaque métier, qui est un sujet absolument considérable. Je ne dis pas du tout qu'il y a une tâche qui est infamante. Je dis simplement que l'effort de formation que nous mettons sur les infirmières doit élever leur niveau de responsabilité et les tâches qui leur sont confiées pour tenir compte de cette réalité. Je vais même plus loin. Je voudrais qu'on tienne compte davantage de la valorisation de l'expérience et que si une infirmière un jour veut devenir médecin, qu'on ne lui dise pas que c'est impossible. Que ça reste possible. Je suis attaché à la promotion sociale, professionnelle. Infirmière, c'est une compétence immense. Elle ne doit pas devoir s'arrêter au niveau licence. Elle doit pouvoir continuer et évoluer dans son métier. Alors je vois parfois des tendances à ce que des médecins font le travail de l'infirmière fait le travail du personnel non médical ou de l'aide de salle. J'ai rien contre. Mais il faut que chacun soit remis dans sa responsabilité. Infirmier, c'est un travail à responsabilité. Voilà. Et ça, j'y tiens, Madame Scott, beaucoup. Ensuite, nous verrons comment va évoluer le statut, le recrutement, parce que nous avons besoin de nouveaux infirmiers et infirmières, et la place dans l'hôpital des infirmiers et infirmières. Elles doivent avoir davantage de responsabilités. Elles sont passées de cadre B à cadre A. Il ne faut pas avoir peur de donner des responsabilités aux infirmières. Je crois que là, c'est quelque chose qui touche un peu à la culture française. Hein. Dans l'hôpital, il y a le chef de service, il y a ses assistants, il y a les internes, il y a les infirmières, mais les infirmières ont des responsabilités immenses. Je crois que la reconnaissance de la licence et la catégorie A répondu aux problèmes des infirmières. Alors maintenant, nous avons d'autres problèmes, les formations en stage, l'obligation qu'on vous met sur les épaules de prendre un jeune ou une jeune pour le former, mais vous êtes au cœur de l'hôpital, Madame Scott. On verra s'il y a d'autres évolutions à retenir. Enfin, je voudrais quand même rappeler une chose. Si les infirmières ont eu tant de mal à avoir du temps disponible, c'est parce qu'il y a eu une réforme au début 2001 qui a mis une pagaille notoire à l'hôpital. Vous savez laquelle était cette réforme. Et l'hôpital ne s'est toujours pas remis, et tout le monde le sait, de l'affaire des 35 heures dans l'hôpital. Il ne s'est toujours pas remis de ça. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas donné les budgets pour remplacer le personnel, et parce que l'hôpital travaille du 1er janvier au 31 décembre. De minuit à minuit, si vous me permettez cette expression. Et quand tout d'un coup, sur l'hôpital, a été plaquée cette organisation, qu'est-ce qui l'a compensé? Disons les choses comme elles sont. C'est les infirmières et le personnel de salle qui a dû, au fond, parce qu'on leur disait maintenant vous faites les 35 heures, mais le malade, lui,
il n'est pas aux 35 heures. Il disait, je veux continuer à être soigné. Quand j'appuie sur la sonnette pour avoir quelqu'un au lit, il faut que je l'aie. Et c'est vous qui avez premier souffert de cela. Il faut dire les choses telles qu'elles se présentent, telles qu'elles sont. S'il y a bien un domaine où l'affaire des 35 heures n'était pas adaptée, c'est le domaine de l'hôpital qui travaille jour et nuit, qui a besoin de souplesse, parce que tout le monde le sait à l'hôpital. L'été, il y a des lits qui ferment. Disons les choses comme elles sont. Il y a des périodes où il y a plus de monde dans l'hôpital. L'hôpital, ce n'est pas vrai, n'est pas plein, n'est pas débordé du 1er janvier au 31 décembre. Je parle des hôpitaux territoriaux. C'est encore une autre. Les CHU, c'est encore une autre chose. Et donc, on a besoin de souplesse, c'est-à-dire avoir plus de personnel quand vous avez plus de monde, et permettre de donner davantage de souplesse quand il y a moins de monde dans l'hôpital. C'est le contraire de ce qui a été fait. Donc, on doit reprendre l'ensemble de ce travail en essayant que votre qualité de vie au travail soit la meilleure possible. Or, j'admets bien volontiers, et je termine par ça, vous avez un métier stressant, parce que votre responsabilité est lourde. Et je le dis aussi aux médecins. Pourquoi aujourd'hui on a tant de mal à, non pas recruter des médecins, il n'y a jamais autant de médecins en France, 210 000. Mais dans quelle spécialité? Est-ce qu'on s'est posé la question? Et attention, vous savez, la judiciarisation détestable de la société française, qui consiste à mettre en cause toute personne qui a pris une responsabilité en disant que c'est sa faute si le patient n'est pas guéri tout de suite, ben ça fait qu'il y a des médecins aujourd'hui qui ne veulent plus être médecins, parce que la vie est épouvantable, parce que la maladie c'est une loterie, mais qu'on ne peut pas tenir comme vrai. On ne peut pas donner un nom à tous les maux que l'on connaît, désigner un responsable à chacun. Les contraintes sont telles dans l'obstétrie, en chirurgie, en anesthésie-réanimation, qu'on n'a plus assez de candidats. Tout le monde ne peut pas être dermatologue à Montpellier. Parce qu'en Lozère, ils ont aussi besoin dans votre région de médecins. Vous comprenez? Donc c'est tout ce monde de la santé qu'on est en train de réorganiser, de valoriser, d'essayer de créer des filières et de mettre chacun face à ses responsabilités. L'hôpital est le cœur, mais on va travailler en réseau. Monsieur le Président, moi je suis le docteur Yann Hervé, je suis neurologue à l'hôpital de Carcassonne depuis 3 ans, date à laquelle en fait j'ai fini mon cursus de formation en région parisienne. Et c'est donc un choix personnel que j'ai fait de venir en CHG, en province, pour exercer une médecine, on va dire, de proximité, mais à la fois une médecine de qualité. C'est-à-dire qu'il était important pour moi de pouvoir offrir aux patients que je suivais une qualité de soins à peu près comparable à ce que je faisais donc auparavant, à savoir un plateau technique, IRM, service de cardiologie complet, également la possibilité de prendre en charge mes patients, par exemple atteints d'accident vasculaire cérébral, dans des unités spécifiques. Et c'est donc avec plaisir que je continue là depuis ces 3 dernières années mon activité dans cet hôpital qui est à la fois à taille humaine, conviviale et à la fois dynamique, avec en plus ce projet de futur hôpital qui est assez enthousiasmant et fédérateur et porteur d'espoir. Alors, c'est vrai que M. Bringer l'a dit auparavant, il y a quand même une inquiétude globale de l'ensemble du personnel soignant et de l'hôpital public sur l'avenir, surtout dans les situations économiques actuelles. Et moi, je vais porter mon propos sur la capacité de l'hôpital public à recruter en fait, des personnels médicaux compétents. Pourquoi? Parce que dans les 10 dernières années, c'est vrai qu'il y a eu des modifications, qu'il y avait sûrement des évolutions qui étaient nécessaires, avec notamment une activité administrative qui porte beaucoup sur les médecins et qui est de plus en plus importante. Je parle notamment du codage de l'activité dans le cadre de la tarification à l'activité, dont on a en plus, nous, du mal à noter l'efficacité, puisque, par exemple, si je prends l'exemple de mon pôle, qui comprend les services de cardiologie, neurologie, néphrologie, endocrinologie, on a une activité qui croît d'année en année, avec une tarification de l'activité et une valorisation qui baisse, ce qui fait que les recettes pour l'hôpital sont moins importantes. Donc c'est vrai que c'est déjà pas une activité qui nous... c'est pas pour ça qu'on a fait ce métier. Et si en plus, avec cet élément-là, c'est vrai que c'est un petit peu démotivant. Il se trouve également que, de la même façon, il y a une part du raisonnement économique qui est de plus en plus prégnant dans notre pratique, avec la nécessité de diminuer les durées de séjour. Bon,
tout ça fait que finalement l'activité est de plus en plus proche finalement de ce qu'elle peut être dans le secteur privé. Or, dès actuellement, à l'hôpital, dans certaines spécialités, je parle notamment de la radiologie, c'est vrai, de l'anesthésie, de la réanimation, on a du mal à recruter des gens, notamment parce qu'il y a une différence de rémunération entre le secteur public et le secteur privé. Si je prends un exemple, un praticien hospitalier qui va rentrer à l'hôpital en fin de cursus, premier échelon, va gagner 3 500, 4 000 euros par mois, ce qui est tout à fait raisonnable, je l'admets. Mais en sachant que de manière comparable, un radiologue qui s'installe en libéral va gagner 2 à 3 fois plus. Ce qui fait évidemment la différence est quand même assez sensible. Donc si en plus, à l'avenir, avec quand même la diminution dans les 10 prochaines années du nombre de médecins liés au numerus clausus qui n'a pas été très bien anticipé par les pouvoirs publics sur les 25 dernières années, c'est vrai que moi, mon inquiétude, c'est qu'on n'arrive pas à recruter des médecins compétents, des médecins formés en France notamment dans ces différentes spécialités, qu'on soit amené à recruter des médecins de l'Union européenne qui sont pour certains vraiment très compétents et qui sont une chance pour l'hôpital, mais dont le niveau de compétence est variable d'un individu à l'autre. Et donc je voulais savoir qu'est-ce qui pourrait être fait dans les mois, années à venir pour justement améliorer la compétitivité, même si on est bien d'accord qu'on ne se met pas en compétition toujours avec le privé, mais pour qu'on puisse avoir justement des médecins compétents à l'hôpital. Voilà. Le problème d'attractivité de la profession médicale, elle ne joue pas simplement sur les médecins hospitaliers. On ne trouve plus de médecins libéraux. C'est vrai, monsieur Gay, ou pas? Donc c'est tout le problème médical. Qu'est-ce qui se passe? D'abord, un jeune médecin, on peut considérer qu'il a 10 ans de formation, en moyenne. Sur les 10 ans, docteur Hervé, il passe combien d'années à l'hôpital et combien d'années en libéral? Sur les 10 ans, il va passer 9 ans et demi à l'hôpital. Donc aujourd'hui, 9 sur 10 des médecins qui sortent de formation vont à l'hôpital. Et on a un problème de médecins libéraux. Première remarque. On a aussi un problème dans les hôpitaux. Qu'est-ce qui se passe? La tradition française, c'est que chacun est libre de choisir son médecin, que le médecin est libre de sa prescription, est libre de son installation et que la sécurité sociale rembourse. C'est un système de responsabilité et de confiance. Je ne crois pas à la coercition, mais peut-on continuer ad vitam aeternam dans un système où chacun fait ce qu'il veut et vous avez 2 fois plus de médecins dans une région ensoleillée comme dans une région du nord de la France? Je ne vous reproche pas d'être venu de Paris à Carcassonne, hein. Au contraire, ça montre un homme de goût de venir ici à Carcassonne. Mais vous voyez bien le système quand même. Chacun choisit sa spécialité, et quand il a choisi sa spécialité, chacun choisit l'endroit où il s'installe. Vous avez des quartiers de nos villes, à Montpellier ou à Paris, où il y a tant de médecins qu'ils ont du mal à vivre, disons les choses comme elles sont, et des départements entiers où il n'y a pas de médecins. Donc nous avons mis en place un système pour compenser cela, qui est les bourses. Nous payons les études de plusieurs centaines de médecins chaque année, et en échange, ce médecin s'engage à aller exercer dans un département en sous-densité médicale. C'est normal quand même. On ne peut pas dire qu'on revient sur le principe de la liberté d'installation en prévoyant ça. Deuxième élément, Nora Béra et Xavier Bertrand ont été assez loin, et je soutiens cette dynamique. Je m'explique. Le même geste médical, pratiqué par un praticien libéral, je viendrai aux hospitaliers après. Dans un département où il y a trop de médecins, dans un département où il n'y a pas de médecins, doit-il être rémunéré de la même façon? Je dis que dans un département en sous-densité médicale, le même geste médical doit être rémunéré davantage dans le département où il n'y a pas de médecins que dans le département où il y a une démographie médicale excessive. Pourquoi? Parce que le médecin qui a accepté d'aller dans un désert médical, il remplit une mission de service public et cette mission doit être récompensée et gratifiée.
Vous comprenez, hein, c'est pas le geste qui change, c'est le lieu. Pour qu'on essaye d'avoir une carte médicale mieux répartie dans notre pays. Faut-il, pour l'hôpital, cher Nora, aller jusque-là? C'est-à-dire poser la question de la rémunération des praticiens hospitaliers en fonction de l'hôpital où ils iront exercer. Xavier Bertrand et Nora y travaillent. Pour moi, docteur Hervé, il n'y a pas de sujet tabou. Je crois au pragmatisme. Je me méfie des idéologues. Je me méfie du systématisme. Si on n'a pas assez de médecins dans une région, il faut qu'on trouve les moyens de les ramener. Si on n'a pas assez de médecins à l'hôpital dans certaines spécialités, il faut qu'on trouve les moyens. Je prends un exemple. Quand vous êtes obstétricien ou chirurgien, vous avez des contraintes de garde qui n'ont rien à voir avec les contraintes. Je ne veux pas me fâcher avec personne, mais j'ai rien contre les dermatologues, mais je veux dire, on peut, au contraire, c'est une très belle spécialité qui a bien sûr toute ma sympathie, et je vous demande de leur répéter. Mais la mobilisation, je veux dire, n'est pas la même à n'importe quelle heure du jour et de la nuit, parce qu'il y a un accidenté de la route qui arrive dans le bloc, qu'il faut l'anesthésiste, qu'il faut le chirurgien, qu'il soit viscéral ou orthopédique, et qui doit être disponible à tout moment. Donc nous allons travailler dans ce sens-là. Vous avez dit la tarification à l'acte, c'est un problème. Oui, mais enfin, souvenez-vous, vous êtes trop jeune pour vous souvenir du budget global. Mais quand il y avait le budget global, les plaintes étaient continuelles. Pourquoi? Parce qu'on donnait, mesdames et messieurs, à chaque hôpital, l'enveloppe l'année suivante en fonction de l'activité de l'année passée. Moyennant quoi, celui qui avait plus travaillé, il était pénalisé par rapport à celui qui travaillait moins et qui gérait au fond sur 10 ans ces changements de budget. Alors, ce qui est vrai, c'est que la simplification administrative est devenue pour vous à l'hôpital absolument incontournable. Il faut qu'on fasse pour vous, comme pour les médecins libéraux. Les médecins libéraux, qu'est-ce qu'ils demandent? Rendez-nous du temps médical. Est-ce que quelqu'un a pris la peine de voir la complexité d'un dossier d'inscription de ses parents dans une maison de retraite? C'est vraiment... Non mais c'est niveau bac plus 18 pour pouvoir remplir. Et naturellement, personne ne sait le faire. Qu'est-ce qu'on fait? On va voir son médecin traitant, on dit remplissez-nous. C'est pas vrai. Remplissez-nous ça. Mais c'est pas le rôle du médecin traitant. Pour les enfants, pendant des années, on demandait aux médecins de mesurer de la taille du cou au bas du dos. J'ai dit, mais à quoi ça sert? À rien. Bon, on l'a supprimé, personne ne s'en est plaint, mais pendant des années, on a demandé aux médecins de mettre ça aussi. Et ça, c'est petit à petit, par strate, on fait des choses sans même se rendre compte à quoi ça sert. Donc, nous allons nettoyer beaucoup d'obligations administratives et nous allons ouvrir une discussion avec vous, y compris sur les conditions de rémunération du travail à l'hôpital. Voilà. Parce que ce n'est pas une solution non plus d'avoir des internes venant d'autres pays. Certains sont excellents, mais quand vous avez souligné ceux qui étaient excellents, c'était pour m'alerter en creux sur ceux qui ne l'étaient pas. Je me suis trompé. Voilà. Monsieur le Président, bonjour, mesdames et messieurs, bonjour. Je suis médecin généraliste, donc installé dans un petit village à côté de Carcassonne et finalement content d'être généraliste, ce qui est déjà bien, malgré les difficultés de mon métier. Ce qui a été dit dans cette table ronde, je vais me faire peut-être un peu des répétitions, mais je pense que ce que je constate, moi, dans mon cabinet, c'est le mode d'emploi qui n'est pas expliqué aux patients pour le système de santé. Ce que vous avez dit tout à l'heure pour les urgences, c'est très vrai. C'est-à-dire que 50% des gens qui se rendent aux urgences n'ont pas à aller aux urgences. Alors, ils y vont parce qu'ils croient que l'hôpital peut tout faire. Ils y vont parce qu'ils ont un ressenti d'urgence. Ils y vont parce qu'ils croient qu'il n'y a plus de médecins généralistes. Or, dans le département de l'Aude, justement, nous avons une maison médicale de garde qui est proche d'un service d'urgence. Nous avons 2 autres maisons médicales qui fonctionnent.
et à peu près 80% des médecins généralistes qui sont volontaires pour la garde du médecin généraliste. Donc oui, même avec ce système qui fonctionne, on a l'impression qu'encore on a un déficit de communication et que finalement, cette mauvaise utilisation du système de santé est source de découragement pour les professionnels de santé, puisque aussi bien les médecins généralistes que les médecins hospitaliers sont un peu découragés avec cette mauvaise utilisation, une diminution de la qualité des soins et bien sûr une augmentation des coûts. Le deuxième point que je voudrais aborder, c'est la communication entre la ville et l'hôpital. Et là, effectivement, il y a beaucoup de progrès à faire. J'attends les comptes rendus souvent trop longtemps. J'ai du mal à avoir effectivement mes confrères hospitaliers au téléphone, comme eux d'ailleurs ont du mal à m'avoir au téléphone. Pourquoi? On a des emplois du temps qui sont très surchargés. Alors je pense qu'il faut inventer, là encore, il faut être inventif. Ne me parlez pas du DMP qui pour moi est une usine à gaz, on le sait très bien. Tous les généralistes qui s'occupent de ça le savent. Mais je pense qu'il faut essayer d'inventer des systèmes. Nous avons besoin, en dehors de cette communication par courrier ou sécurisée ou je ne sais quel autre procédé, finalement du temps aussi de coordination. Il faut bien comprendre que finalement la maladie a aussi une histoire humaine, ce n'est pas que de la technicité. Et moi j'ai besoin de temps en temps de m'entretenir avec le médecin hospitalier pour comprendre finalement la situation médicale, sociale du malade. On ne peut pas prendre en charge une maladie d'Alzheimer finalement que d'un côté hospitalier ou que d'un côté médecine de ville. Il faut prendre la globalité des avis. Et ça me semble très important. Enfin, je voudrais terminer par une note un petit peu de jeunesse. Je suis maître de stage depuis pas très longtemps. J'accueille des internes de médecine générale dans mon cabinet. Je trouve qu'ils ont une formation très bien, beaucoup plus importante que la mienne que j'ai bénéficiée moi il y a 20 ans, où je n'ai pas bénéficié de ces stages chez le praticien. Et je voudrais quand même dire que ne décevons pas ces jeunes internes qui arrivent. Vous savez comme moi que l'attractivité de la médecine générale actuellement est très faible. À peu près 10% seulement des internes de médecine générale s'installent en libéral. Et pourtant, le système de santé repose sur des soins primaires et des soins secondaires. Et les soins primaires sont assurés par les médecins généralistes. D'où il faut expliquer à la population ce système et il faut donner aussi, effectivement, les moyens à chacun, ou alors redistribuer, je ne sais pas, de faire fonctionner ce système de santé qui nous est cher quand même. Voilà, merci. Ce que vient de dire le docteur Gay est vraiment capital. Je parlais tout à l'heure de la formation des praticiens. Un jeune qui fait médecine va donc passer 9 ans ou 9 ans et demi à l'hôpital sur les 10 ans. Comment voulez-vous qu'un jeune qui a été formé à l'hôpital, qui admire son chef de service, qui a le réflexe de l'hôpital, comment voulez-vous que ce jeune, après 9 années passées à l'hôpital pour sa formation, ait envie d'aller s'installer en cabinet libéral? Donc, nous avons décidé, avec Nora et Xavier Bertrand, que nous allions renforcer le nombre de maîtres de stage, ce qu'est le docteur Gay, c'est-à-dire que durant le cursus de formation du médecin, il n'y a pas que l'hôpital, il y a aussi les 6 mois, l'année, qui peut passer dans un cabinet médical, généraliste, et qu'il apprendra quoi? Le diagnostic, l'humanité, le rapport au patient, le tout venant des maladies de proximité. Si on ne donne pas envie aux jeunes de s'installer médecins généralistes en étant formés par des médecins généralistes, comment créera-t-on la prochaine génération de médecins généralistes? Donc nous avions l'année dernière 3400 maîtres de stage. L'année prochaine, il y en aura 7000. Première remarque. Deuxième remarque, nous allons changer les conditions de rémunération puisque la convention Nora avec vos syndicats a été signée et pour la première fois, au miracle, tous les syndicats l'ont signée. Je les ai même reçus ensemble. Hommage leur soit rendu. Troisième remarque, nous avons reconnu la médecine généraliste, docteur, comme une spécialité à part entière, ce qui m'a valu des problèmes avec les spécialistes.
qui m'ont dit, mais nous, qu'est-ce qui nous reste si les généralistes sont des spécialistes? Nous, les spécialistes, qu'est-ce qu'on est? Mais moi, je pense qu'être généraliste, c'est une spécialité. Nous avons revalorisé la médecine générale en 2011. C'est le fameux C à 23 €. Et par ailleurs, nous allons tenir compte dans la rémunération des médecins comme vous de la mission de service public que vous allez engager. J'ajoute un dernier point. Je conteste l'idée qu'il existe un tarif par consultation. Parce que pour moi, il existe plusieurs types de consultations. La consultation qui établit le diagnostic de la maladie, elle doit être rémunérée davantage que la consultation qui consiste à donner une nouvelle ordonnance pour le traitement long terme d'une maladie qui a été diagnostiquée il y a 10 ans. Ce n'est pas le même travail, ce n'est pas le même enjeu. Alors j'admets bien volontiers qu'à chaque fois c'est une consultation, mais on ne peut pas, me semble-t-il, la considérer et la rémunérer de la même façon. Donc vous voyez, c'est la conclusion, si vous le permettez, en m'excusant sans doute d'avoir abusé de votre attention. Nous sommes à un tournant de l'organisation des soins dans notre pays. La vieille organisation a vécu. Nous devons nous tourner résolument vers une organisation en réseau, en équipe, en pluridisciplinarité. Vous parliez des maisons de santé. Nous en avons ouvert cette année 230. Parce que dans un certain nombre de territoires ruraux, il faut l'infirmière, il faut le médecin, il faut le kiné, il faut la pharmacie, il faut l'ensemble des services en même temps. Et l'hôpital n'est pas un monde à part. L'hôpital est comme la synthèse de tous les autres. Voilà. Nous avons besoin d'une médecine libérale, nous avons besoin de l'hôpital, nous avons besoin de ces professionnels. Votre métier est devenu de plus en plus difficile, de plus en plus stressant. Les gens sont de plus en plus exigeants. Enfin, je peux comprendre les métiers stressants et les métiers qui demandent. Mais c'est le monde d'aujourd'hui. Et face à ça, il faut qu'on vous débarrasse de tâches administratives, le dossier médical personnalisé. Ça part d'une bonne idée, mais c'est devenu un véritable monstre. Que chacun ait un dossier médical et qu'avant la consultation avec le médecin, il amène son dossier médical, c'est du bon sens. Mais pourquoi faut-il qu'à chaque fois, on surajoute des couches et des couches qui fait que ce n'est plus un dossier médical, c'est un bottin administratif de complications. On passe du tout, du rien, au tout. On passe d'un moment où on pouvait chacun aller voir un médecin sans amener aucun papier, à un moment où on doit venir avec un dossier extraordinaire, mis à jour, pour qu'à chaque fois qu'on va demander un diagnostic à un autre médecin. Voilà. J'ai bien conscience des enjeux économiques, des enjeux organisationnels, et je sais une chose, c'est que la question du financement de notre modèle de santé, c'est la question des 10 années qui viennent. Je n'en dirai pas plus, j'aurai l'occasion, le moment venu, d'intervenir sur ce sujet. Je dirais juste une chose, le financement de notre modèle social ne peut pas reposer exclusivement sur le travail des Français. Parce que s'il repose exclusivement sur le travail des Français, alors cela veut dire qu'on pousse aux délocalisations. Il faudra, d'une manière ou d'une autre, trouver d'autres sources de financement pérennes de notre système de santé. Ce sera un grand débat, mais il semble que la France s'oriente vers des grands débats. Il faudra y participer à ce moment-là. Merci à tous.